Donc, on est le 20 de 2024, deuxième bac. Donc, on s'est arrêté à 3 en chiffres romains. Réponse du dipôle RL à un échelon de tension. Nous avons fait 3,1, c'est la surtension. Et maintenant 3,2, c'est réponse du dipôle RL à un échelon de tension ascendante. استجابة ثنائي القطب RL لرتبة توتر بصفة عامة. غادي ناخذ رتبة توتر صاعدة ورتبة توتر نازلة. رتبة توتر صاعدة يمكننا نعبروا عليها بجملة أخرى، هي دراسة إقامة التيار الكهربائي في الدارة، ورتبة توتر نازلة هي دراسة انعدام التيار الكهربائي في دارة RL. Un échelon de tension ascendante, c'est passer à l'instant t est égal à 0 d'une valeur nulle à une valeur E qui est constante. Et échelon de tension descendante, c'est passer d'un instant t est égal à 0 à d'une tension donnée par le générateur E à une valeur à partir de 0 est égale à 0. C'est ça ce qu'on veut, ce qu'on entend par un échelon de tension. Donc on va mettre 3,2. On va essayer d'étudier établissement de courant électrique dans un circuit RL. Établissement du courant électrique dans un dipôle RL, c'est-à-dire une bobine et un conducteur ohmique. Donc, on va essayer, à partir de ce paragraphe-là, étudier l'établissement de courant et en même temps, on va faire des applications. Comment déterminer le coefficient d'inductance d'une bobine. Donc, on va traiter cette partie sous forme d'un exercice. D'accord? Cet exercice a pour titre ces mesures d'inductance L d'une bobine. Donc, là, exercice. Avec un exercice, on comprendra mieux cette partie-là. D'accord? Voici l'énoncé. Je peux vous le envoyer dans le groupe WhatsApp tout à l'heure. On réalise le montage schématisé par la figure 1. Ce montage comporte, voilà, le schéma. Vous le faites en même temps. Vous la faites en même temps que moi. Là, une bobine, L, R, et là, un interrupteur K. Là, un générateur. Voilà.
La R est égale à 90. « 90 ohms. Un générateur de force électromotrice E, des résistances internes négligeables, un interrupteur K. On ferme l'interrupteur à l'instant t est égal à 0. Un système d'acquisition informatisé permet de tracer une courbe C1 et C2 représentant successivement l'évolution de l'intensité de courant I de T et C2 représentant successivement l'évolution, je dis C1 et C2, respectivement l'évolution de l'intensité de courant I de T, traversant le circuit. Donc la première question c'est, je reviens à l'exercice. Donc, représentant successivement l'évolution des I et UL représente la tangente. Je vais faire le schéma. D'accord? Voici les deux schémas que nous avons, dont nous avons besoin. Là, c'est I en milliampères. Et là, c'est T en millisecondes. Donc là, 20, 40, 60, 80, et là, c'est 100. Et de là, on a 10, 20, 30, 40, 50, et au-delà, c'est 60. Donc, 20 ici. Voici cette courbe à partir de là. Voilà. Une tangente a été donnée. Voici la tangente. D'accord. L'autre courbe. L'autre courbe est la suivante. Là, c'est UL. Et là, c'est T. Aussi en millisecondes. Donc là, ça commence à partir de 10. 2, 4, 6, 8, 10. Là, c'est 10. Et là, c'est à partir de 7.
Si une lecture doit être précise, on le verra sur le document qui a été donné, mais uniquement ici, j'ai donné une courbe approximative, d'accord? On reviendra à la courbe telle qu'elle a été donnée dans l'exercice, d'accord? Voici les questions qu'on va traiter une à une, d'accord? Ce sont les documents sur lesquels on va se baser afin de répondre à ces questions. Un circuit où il y a un générateur de force électromotrice E, dont la résistance interne est négligeable, c'est-à-dire que ce générateur il maintient une tension constante au cours de fonctionnement lorsque le circuit est fermé. Un conducteur ohmique de résistance R est égal à 90, une bobine d'inductance L et de résistance interne L, un interrupteur K. Première question. Première question. Montrez que l'équation différentielle vérifie par l'intensité de courant s'écrit sur la à l'expression suivante. Donc, première question. Montrer que l'équation différentielle que vérifie I de t s'écrit ainsi. T de I D de I sur dt plus grand R plus petit r sur L fois I est égal à E sur L. Voici la première question à laquelle on doit répondre. Montrer que tu t'approches ici. Ah, j'ai une belle. D'accord? Approcher. Voilà, tu es en face du tableau. العربية طالبين منا أوجد المعادلة التفاضلية التي تحققها شدة التيار الكهربائي المار في دارة تحتوي على وجعة وموصل أومي، وبأن هذه المعادلة هي دي دو إي سور دي تي بلس ار بلس بوتيت ار أو نسميوها بالمقاومة الكلية للدارة أو نسميوها المقاومة الكلية للدارة L معامل التحريك، وهذه هي الصيغة. أولاً ماذا نعني بالمعادلة التفاضلية؟ المعادلة التفاضلية في الرياضيات ما غادي ندرسوهاش كيف غادي تدرس في الرياضيات. المعادلة التفاضلية هي عبارة عن معادلة تحتوي على دالة ومشتقاتها. عندما نكتب معادلة يتواجد فيها دالة f de x وضمنها f prime de x أو f سكوند ديال x، الاشتقاق الأول أو الاشتقاق الثاني مع معاملات معينة. في هذه الحالة هذه كنسميوها معادلة تفاضلية. Donc ce qu'on demande ici, c'est l'équation différentielle que vérifie une variable. La variable ici, c'est I de t. Comme on peut demander une équation différentielle que vérifiée par UL ou par UR, n'importe quelle variable. Dans ce cas-là, on demande I. Généralement, dans le dipôle RL,
on essaie de donner l'équation différentielle à laquelle répond l'intensité de courant. Tout simplement pourquoi? Parce que notre étude, c'est étudier l'établissement de courant électrique. Il vaut mieux d'aller à la fonction I de t. Mais on peut même demander la tension aux bornes d'un conducteur ohmique. Donc l'équation différentielle, comme je viens de dire, c'est une équation qui relie, si vous voulez, une fonction et ses dérivés, soit est égal à une constante, soit est égal à 0. Mais pour nous, la dérivée, c'est par rapport au temps, et le grandeur, généralement I ou la tension, ou autre chose, on verra par la suite. Donc, ici, il y a la dérivée. Ici, la fonction à laquelle nous faisons allusion, c'est I. C'est I de t. Et voici la dérivée. Donc là, c'est une équation différentielle d'ordre 1. Pourquoi? Parce que nous avons la dérivée première. Si nous avons la dérivée seconde, on aura, c'est une équation d'ordre 2. Et ainsi de suite, d'accord? Mais pour nous, on va étudier que d'ordre 1 et d'ordre 2. Par la suite, en électricité et aussi en mécanique. Donc, arriver à l'équation différentielle, c'est toujours à partir d'une relation reliée au circuit, c'est la loi d'additivité des tensions. Donc, lorsqu'on vous demande d'établir l'équation différentielle, dans votre réponse, vous allez reprendre le schéma et sur lequel on va essayer de représenter les tensions. D'accord? Les tensions dans les circuits, nous avons deux types de dipôles. Les dipôles passifs et les dipôles actifs, ou ce qu'on appelle tout simplement les récepteurs et les générateurs. Les générateurs sont connus et c'est déjà donné dans l'énoncé. Autre que le générateur, dans nos études, on considère que ces dipôles-là sont des récepteurs. Et la convention récepteur, c'est quoi? C'est que le sens conventionnel de courant est orienté dans le sens opposé de la tension aux bornes de dipôle. Sauf le générateur où là, le sens de courant, elle est le même que d'orientation de la tension E. C'est-à-dire, une fois qu'on vous donne ce schéma, donc on est obligé de choisir le sens conventionnel I comme ça, et on va continuer à représenter ce courant-là. Évidemment, on doit fermer l'interrupteur. Dans ce cas-là, je vais représenter les tensions. Là, c'est UR de T dans le sens récepteur. Et aussi la bobine. Là, c'est UL de T. C'est la première des choses qu'on doit faire. Vous reproduisez le schéma sur votre feuille et vous représentez les tensions. D'accord? Et maintenant, on va procéder pour atteindre cette équation différentielle. Une petite phrase. En appliquant la loi d'additivité de tension dans le circuit, évidemment, il faut que ce circuit soit près de ma réponse. Qu'est-ce qu'il dit cette loi? Ou on peut la remplacer par un autre nom qu'on appelle la loi des mailles. C'est quoi la loi d'une maille? Une maille, c'est un circuit qui est fermé, sur lequel nous avons déjà schématisé les tensions. Et dans ce circuit-là, on peut prendre un sens
arbitraire positif pour les tensions. On les mettra à l'intérieur. Et lorsque je parcours le circuit, si la flèche est de même sens, elle est comptée positivement. Si la flèche est dans le sens opposé, elle est comptée négativement. La somme de toutes les tensions, en partant d'un point et en revenant sur le même point, est égale à 0. C'est-à-dire, dans ce cas-là, je prends là, c'est L. Je passe là, c'est dans le même sens de UR plus UR de T. Et là, dans le sens opposé de E, moins E. Le tout est égal à 0. C'est ça la loi des mailles. Et de là, on tire que UL de T plus UR de T est égal à E. Ça ne répond pas à une équation différentielle, puisqu'on n'a pas la fonction et sa dérivée. Et de là, on va passer à donner l'expression de I de T. Juste au-dessous, une bobine L de T. On appelle une bobine réelle, c'est une bobine qui a une inductance L et une résistance R. Et là, c'est L, c'est la définition que nous avons déjà donnée, L dQ sur dt plus petit r fois I. Voilà l'expression de la tension au bord d'une bobine dans la convention récepteur. Et on écrira aussi pour R, UR de T est égal à grand R I de T. Il ne reste qu'à remplacer dans l'équation 1. On remplace dans l'équation A et on aura c'est L dI sur dt plus je vais essayer de factoriser R plus petit r fois I est égal à E. En réalité, c'est L dt sur dt. Plus celle-là, c'est R fois I. Plus celle-là, grand R fois I. Et j'ai remplacé. Pour répondre à cette question, je dois diviser par L. D'accord? Là, c'est l'équation 2. Donc, divisons. Divisons 2 par L. Et on aura l'équation demandée, c'est dI sur dt plus R plus petit r sur L fois I est égal à E sur L. Voilà l'équation différentielle demandée. C'est l'équation différentielle que vérifie I. C'est une équation différentielle d'ordre 1 parce qu'il ne comporte que la dérivée première de I. Deuxième question. En exploitant les deux courbes C1 et C2, je n'ai pas numéroté les courbes, celle-là c'est C1
et celle-là, c'est C2. D'accord? En exploitant les deux courbes C1 et C2, lorsque le régime permanent est atteint, déterminez la valeur de R. D'accord? Là, on va essayer d'abord, avant d'arriver avant de répondre à cette question, on va essayer de justifier ces deux courbes. D'abord, on peut vous donner deux courbes sans qu'il y ait I de T ici et sans qu'il y ait UL là. Et on peut vous demander de connaître laquelle représente l'intensité de courant électrique et laquelle représente la tension aux bornes de la bobine. D'accord? Comment peut-on justifier que vraiment ça c'est une tension, c'est la courbe qui représente I de T au cours de fonctionnement, si vous voulez, de l'établissement de courant électrique? Pourquoi celle-là c'est I et non pas celle-là? Oui? Parce que tu vas me dire C1 représente I par exemple, voilà pourquoi. Ou tu commences par n'importe quel. C1 représente I. Oui. La courbe augmente. Oui. Et une chose qui est plus importante. Deux choses sont importantes dans ce cas-là pour les utiliser comme argument fiable, acceptable. D'abord, qu'est-ce qu'on fait pour le dipôle RL? Nous avons deux études: établissement de courant et rupture de courant. Cette phrase-là, l'établissement de courant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas de courant électrique au début et à la fin, on va avoir un courant électrique dans le régime permanent qui est constant. Donc, nous voyons qu'à l'instant t est égal à 0, il n'y a pas de courant. D'accord? Donc, le courant, ça représente l'établissement de courant électrique. Et aussi, on voit que l'établissement de courant électrique, elle est freinée, ou on dira que la bobine, elle s'oppose à l'établissement de courant. Et par la suite, ça, c'est le courant. Nous avons deux régimes, si vous voulez. Ici, c'est le régime transitoire. C'est lorsque la bobine réagit contre l'établissement de courant, ou essaie de s'opposer à l'établissement de courant électrique. Après un moment, vraiment le courant il est établi, et par la suite, la bobine ne peut rien, sauf qu'on essaie de ouvrir le circuit, et là, c'est autre chose. D'accord? Donc, la bobine, ici, s'oppose à l'établissement de courant. Juste après, on a le régime permanent, c'est-à-dire le courant, il est tout à fait établi et il est constant. Mais là, parfois, vous voyez que dans cette courbe-là, le courant, il n'est pas nul. Donc là, on peut parler de là c'est le régime qui est permanent. C'est-à-dire là, il y a une tension. Donc laissons ce que je viens de poser. On va revenir à la question originale. C'est à partir de 1 et 2, essayer de donner la valeur de R. Donc revenons à cette équation-là, c'est la question 2. Deuxièmement, en régime permanent, comment peut-on définir le régime permanent? C'est là où la bobine arrête, si vous voulez, cette opposition à l'établissement de courant électrique.
C'est-à-dire que I est égal à une constante. Et par la suite, quoi? D de I sur dt est égal à 0. Et cette équation-là, 3, donnez-moi que devient cette équation-là. Le continue, on va là c'est 0. Et reste ici, c'est R plus petit r sur L fois I est égal à E sur L. On va laisser ceci revenir là. Cette tension, généralement, on va la lire sur le vrai, avec l'échelle de la feuille. Ça, c'est quoi? C'est le régime permanent. Et qu'est-ce qu'on va dire à cette tension qui est peut-être égale à 1? Ici, c'est UL quoi, entre parenthèses? Pour un temps qui est très grand. Dans le régime permanent, généralement, on parlera d'un temps qui est très grand, mais ici, c'est uniquement 5 taux, mais on donne le symbole infini. C'est-à-dire, dans l'équation, on donnera au temps est égal à plus l'infini pour arriver à ce régime-là. Et par la suite, cette tension qui est UL infini, quelle est son expression? Dans cette partie, c'est quoi? C'est le régime permanent. D'accord? Et dans le régime permanent, comment se comporte une bobine? Nous l'avons dit dans le cours, dans une remarque, lorsque nous avons parlé de l'induction ou l'auto-induction dans une bobine. Nous avons dit que la bobine présente deux effets, si vous voulez, deux comportements. Comme un conducteur ohmique de résistance R, et dans ce cas-là, U est égal à R fois I, et un autre comportement d'auto-induction, c'est cet effet qui s'oppose à l'établissement de courant électrique, et dans ce cas-là, c'est U est égal à L dI sur dt. Et nous avons dit dans cette remarque que la bobine, dans le régime permanent, lorsque le courant est constant, il se comporte comme un conducteur ohmique, une résistance. Et par la suite, dans cette partie-là, c'est UL infini est égal à quoi? À petit r fois I. D'accord? Ici, dans cette partie, UL infini est égal à petit r fois I. Là, c'est une fonction qui est en exponentielle. Là, c'est une valeur qui est constante. Et cette asymptote-là nous donne la valeur prise par UL pour un temps très grand, c'est-à-dire dans le régime permanent. Et de là, je peux lire. Je vais essayer de relire une deuxième fois. Vraiment, ça, c'est combien? Oui, dans cette... J'utilise mes lunettes afin de lire. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Donc c'est 1 volt. Sur l'échelle, ici c'est 1. Ici c'est 2. Donc, résumons. Là, j'ai donné, si vous voulez, ce qui entoure la question. Et maintenant, on va essayer de répondre sans entrer dans le détail. D'accord? Comment? D'abord, on va dire, pour répondre directement à la question posée. La question, c'était quoi? En exploitant, déterminer la valeur de R. D'accord? En se basant sur ces deux courbes ici. Donc, je vais essayer d'effacer. Vous avez déjà pris, vous avez écrit. Donc, cette partie-là. Voilà. Donc,
On va supposer qu'on est devant un exercice, la question posée. Donc, là, c'est la question 2. Qu'est-ce qu'on va écrire? On veut déterminer petit r en régime déterminant petit r. Et on va utiliser en régime permanent. U de la bobine est égal à quoi? C'est ce L I sur dt qui est égal à 0. Il ne reste que R fois I indice P. C'est quoi cette notation I indice P? C'est l'intensité de courant en régime permanent. P, ça veut dire permanent. D'accord? Et d'après ce IP, d'après la courbe C1, donnez-moi ce IP. C'est quoi IP? C'est l'intensité de courant dans le régime permanent. C'est la valeur qui va prendre I de façon définitive après un intervalle de temps qui est égal à 5 taux, généralement. Donc, de là, vous voyez que ce I est égal à constante. Donc, d'après la courbe CA, I est égal à 100 milliampères. I est égal à IP est égal à 100 milliampères. C'est-à-dire 0,1 ampère. Et d'après la courbe 2, d'après la courbe C2, CUB infini en régime permanent, à quoi est égal? 1 volt. D'accord? D'après 1, là c'est 1, et là c'est 2, et là c'est 3. D'après 1 et 2 et 3, R est égal CUB infini sur IP. Application numérique. R est égal à 1 divisé par 0,1 qui est égal à 10 ohms. Donc la résistance interne de la bobine, c'est 10 ohms. De là, nous avons déterminé IP, et de là, nous avons déterminé UB au régime permanent. Nous avons lu ici la valeur 1 volt. En combinant ces données, nous sommes arrivés à la valeur de R. D'accord? La question 3, vérifier que L est égal à 1. La question 3. Vérifier que L, et on prendra juste après la récréation. Juste, on termine la question et on prend 7 minutes. Donc, comment déterminer la valeur de L? Nous avons ici un schéma où il y a la tangente. La tangente à l'origine, elle rencontre l'asymptote en un point. Sa projection donne taux. Et taux, là c'est la question 3. Taux est égal à L sur R plus petit r. Là c'est la définition ou l'expression que nous avons établie. Taux
Et ça donne L est égal à taux fois R plus petit r. Donc tout c'est 10 fois 10 moins 3. Et R c'est 90, il dit c'est 100. Et ça donne R est égal à 1. C'est ce qu'ils ont demandé. Vérifier que L est égal à 1. D'accord? Voilà, 5 minutes et on va reprendre. Donc la dernière question de cet exercice, c'est calculer l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine. C'était la question 4. Après avoir calculé L, vérifier que L est égal à 1, on va essayer de calculer l'énergie magnétique emmagasinée par la bobine. D'abord, l'énergie, c'est pas demandé d'établir cette relation, on l'applique directement. D'accord? Si on vous demande de calculer, vous appliquez directement la relation qui donne l'énergie emmagasinée en fonction de L et de I. Ça, c'est la question 4. Énergie magnétique emmagasinée dans la bobine. D'abord, on parlera un petit peu sur cette énergie et le terme emmagasiné, comment ça se comprend. D'accord. Nous avons déjà utilisé le terme énergie emmagasinée dans le cas d'un condensateur. Et nous avons dit que lorsqu'on charge un condensateur, il y a une charge électrique accumulée sur les deux armatures, une chargée positivement et l'autre chargée négativement. Cette énergie accumulée crée un champ électrique entre les plaques ou les armatures de ce condensateur, et par la suite nous disons que cette énergie c'est une énergie électrique emmagasinée par le condensateur. Elle est là dans le condensateur tant qu'il est déjà soumis à une tension U, et par la suite toujours il y a une énergie électrique E indice petit e qui est égal à 1 demi C fois U au carré, ou 1 demi Q carré sur C. Ça, c'est la définition de l'énergie. Une fois qu'il est chargé, on peut le transporter, évidemment, avoir cette énergie dans le condensateur. Ceci présume que ce condensateur est, comment? Idéal. En réalité, il y a des condensateurs qui sont réels. Ils ont ce qu'on appelle une tension de fuite ou une résistance de fuite au bout de laquelle une partie de l'énergie elle est dissipée et perdue au cours de lorsqu'il est chargé, lorsqu'il est chargé. Donc pour nous, pour notre programme, on parle d'un condensateur qui est comment? Idéal et non pas réel, qu'on peut le représenter par un condensateur idéal et en parallèle avec une résistance petit r, c'est cette résistance qu'on appelle de fuite qui rend une partie de l'énergie dissipée sous forme d'effet Joule du matériau. D'accord? Mais lorsqu'on parle de l'énergie dans une bobine,
c'est autre chose. La bobine, et j'ai devant moi deux bobines, voici l'une et voici l'autre. Jamais on va la soumettre à un courant électrique et on va établir un courant dans la bobine et l'isoler du circuit et elle va emmagasiner de l'énergie. Ça, c'est pas juste. Jamais on peut emmagasiner un courant dans une bobine et l'avoir juste après et appliquer cette relation de l'énergie électrique. Comment et pourquoi on dira que l'énergie emmagasinée est d'abord magnétique? Tant que la bobine est dans un circuit parcouru par un courant délivré par un générateur, elle va créer son propre courant qui va donner, tant qu'il est dans le circuit parcouru, elle a de l'énergie emmagasinée dans la bobine. Une fois que le circuit est ouvert, cette énergie elle est presque instantanément dissipée et plus jamais il y a de l'énergie magnétique. D'accord? Donc, avoir une bobine hors circuit fermé et qui dispose d'une énergie, c'est pas vrai et ça n'existe pas. Donc on dira qu'il emmagasine tant qu'il est dans un circuit parcouru par un courant électrique. Pourquoi il est magnétique? On l'appelle énergie magnétique. Tout simplement parce que le phénomène qui donne naissance à ce courant-là et cette force électromotrice d'auto-induction, c'est un phénomène lié à un champ magnétique. Ce courant donné par le générateur, elle va passer dans la bobine et créer un champ magnétique. Ce champ magnétique créé par ce courant délivré par le générateur, il va traverser la bobine et créer ce qu'on appelle un flux propre. Ce flux, c'est lui le responsable de l'apparition de ce courant induit qui donne cette énergie électrique, énergie magnétique qu'on appelle E indice petit m, dont l'expression c'est 1/2 L fois I au carré. D'accord? Voilà l'expression de l'énergie magnétique emmagasinée entre guillemets dans une bobine. En régime permanent, dans cet exercice, en régime permanent, on l'appelle énergie magnétique, comme ça, P, si vous voulez, est égal à 1/2 L fois IP au carré. Et nous avons calculé dans les questions précédentes, est égal à 0,5 I, c'est 100 milliampères, c'est 0,1 ampère, fois L qui est A. Et ça donne 5 fois 10 moins 2. L'énergie magnétique, c'est 1/2. Elle, je donnerai la valeur, c'est 5 fois 10 moins 2 joules. Une fois qu'on passe de l'énergie de régime transitoire au régime permanent, ce point qui est commun au régime permanent et au régime transitoire, à ce moment-là, l'énergie emmagasinée dans la bobine, c'est 5 fois 10 moins 2, qui va être dissipée dans le circuit. Si on le ferme, elle va être dissipée dans une résistance sous forme de chaleur, ou on peut utiliser un petit moteur. Cette énergie-là, elle va donner de l'énergie, sera convertie en énergie mécanique dans ce moteur-là. D'accord? Ça dépend ce qu'on relie. Il y a des exercices dans lesquels, dans le circuit lorsqu'on veut ouvrir, on le fait passer dans un circuit où il y a un petit moteur. Et ce petit moteur, il est capable de tourner et élever une charge de masse M. Ça, on peut le voir dans un exercice. D'accord? Voilà la partie qui concerne établissement de courant électrique dans un dipôle RL. Et maintenant, on passera à la rupture de courant électrique
dans un circuit RL. Donc ceci